Dans cette vidéo, il sera fait mention de violences physiques, sexuelles et psychologiques sur des personnes majeures et mineures. Si ces sujets vous impactent particulièrement, je vous conseille de passer le chapitre 4 de la vidéo, indiqué grâce au chapitrage. D'ailleurs, si tout se passe bien, la prochaine vidéo parle d'une série à la mode et que vous connaissez sans doute. Allez, à la prochaine. À la base, je voulais vous proposer une vidéo sur les origines de la série Squid Game. J'ai commencé à faire mes recherches pour essayer de comprendre d'où venait l'idée, qu'est-ce que le réalisateur a voulu mettre en avant, ou encore est-ce que cette série populaire est inspirée d'une histoire vraie. Et assez rapidement, je suis tombé sur cet article. Intrigué, je me suis lancé dans la lecture de l'article, et ce que j'ai découvert m'a beaucoup surpris. J'ai donc décidé de changer de sujet, pour vous parler d'un sujet qui est beaucoup moins connu de notre côté du monde. Voici l'histoire terrible du Brother Welfare Center, l'histoire que la Corée du Sud souhaiterait oublier. « 25 juin 1950, la péninsule coréenne se déchire. C'est le début de la guerre de Corée, qui va opposer pendant 3 ans la Corée du Sud à la Corée du Nord. Cette guerre est due notamment au contexte global de guerre froide qui opposait dans cette partie du monde les Soviétiques et la Chine, soutien de la Corée du Nord, aux Nations Unies qui soutenaient la Corée du Sud. Je passe très brièvement sur cette guerre. Ce qu'il faut que vous compreniez pour notre histoire, c'est qu'elle a fait énormément de dégâts matériels et humains. Presque, je crois, 4 millions de morts. Suite à ce conflit, les deux Corées ont dû se reconstruire. Et les tensions qui existaient avant la guerre entre la Corée du Sud et la Corée du Nord ne se sont pas réellement apaisées. Même si on parle souvent de traité de paix entre les deux pays, celui-ci n'a à ce jour jamais été signé. Des villes ont été détruites, des familles ont tout perdu, mais la vie doit reprendre pour plusieurs millions de Coréens. Dans ce contexte, vous vous en doutez bien, mais de nombreux habitants finissent par dormir dans la rue, n'ayant plus d'autres endroits pour dormir. Durant cette période, la Corée va surtout être gouvernée par d'anciens militaires qui vont prendre le pouvoir successivement lors de coups d'État. D'abord, en 1962, Park Chung-gi va renverser le gouvernement en cours pour instaurer un gouvernement autoritaire pendant 17 ans. Puis, en 1979, c'est l'ancien général Chun Doo-hwan qui instaure la 5e République coréenne, réputée pour son autoritarisme. Donc pour résumer, on est dans un pays qui se reconstruit après une période de guerre. Et même si l'essor économique est réel, beaucoup de Coréens n'en profitent pas forcément et doivent vivre dans des conditions très précaires. On rajoute à cela un gouvernement autoritaire pendant plus de 20 ans, et on peut rajouter des étudiants qui vont manifester contre ces régimes et qui vont même aller jusqu'à se faire tuer pour ça, comme par exemple lors du massacre de Gwangshu en 1980. Vous vous dites bien que l'atmosphère en Corée à cette période, elle est particulière. Et c'est à cette période qu'arrivent les Jeux Olympiques d'été 1988 à Séoul, capitale de la Corée du Sud. Pour préparer au mieux l'événement et donner une superbe image de son pays, Chun Doo-hwan va mettre en place une politique de purification sociale. L'objectif, rendre le pays le plus beau possible aux yeux du monde, et cela en enlevant des rues toute personne jugée comme étant des vagabonds. À vrai dire, lorsque le prédécesseur de Chun Doo-hwan est arrivé au pouvoir, il a ordonné aux forces de l'ordre de tourner fréquemment dans les rues pour pouvoir appréhender ces vagabonds. Et vous verrez que les guillemets ont leur importance. Mais dans l'optique des Jeux Olympiques, ces patrouilles se sont intensifiées. Ces vagabonds étaient ensuite relogés dans l'un des 36 camps de protection sociale disséminés un peu partout dans le pays. On pouvait notamment en trouver un à Busan, deuxième plus grande ville du pays. Un centre créé et géré par un certain Park In-gun. Lui, c'est Park In-gun, et il va être un des acteurs majeurs de notre histoire. Park est né à Ulsan, une ville coréenne portuaire, en 1930. Les informations sur son passé et son enfance sont assez rares et plutôt dures à trouver. Tout ce que j'ai pu trouver pendant mes recherches, c'est que ses parents étaient fermiers. On sait aussi qu'historiquement, il a grandi durant une période où la Corée est devenue une colonie japonaise. Et ce n'est qu'en 1945, alors qu'il n'avait que 15 ans, que le pays va être libéré et divisé en deux en ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant la Corée du Nord et la Corée du Sud.
Après être sorti du lycée en 1948, Park va rejoindre la garde de défense nationale en tant que sous-officier de la police militaire. Durant sa période militaire, il va régulièrement se rendre dans un orphelinat situé à Busan et géré par son beau-père. Il quitte les forces de l'ordre en 1962, ayant notamment inscrit une ligne dans son casier judiciaire puisqu'il a fait une tentative de désertion en 1960. Tentative qui l'a mené à passer un petit bout de temps en prison. Après son départ, il va racheter l'orphelinat de son beau-père et va devenir le gérant de l'établissement. 3 ans plus tard, en 1965, il va obtenir une licence d'établissement de protection de l'enfance. Cela va lui permettre de faire grandir et évoluer l'orphelinat. Celui-ci obtient d'ailleurs le statut d'organisation d'aide sociale agréée par les services de l'État et de la ville de Busan. L'orphelinat grandit très vite et il va attirer l'attention du gouvernement sud-coréen lorsque celui-ci va mettre en place sa politique de purification sociale. En 1975, soit 13 ans avant les Jeux Olympiques, Park va signer des contrats avec la ville de Busan, dans le cadre de cette politique. En plus de prendre en charge les orphelins désespérés, l'orphelinat va prendre soin des vagabonds qui traînent dans la rue, et cela de manière temporaire, en tout cas d'après ce qui est annoncé. Vu comme ça, on dirait que l'établissement est sympa et bien attentionné. Attendez la suite. Avant de continuer notre histoire, on va donner un nom à ce lieu. Cet établissement s'appelle Après s'être engagé auprès de la ville de Busan et indirectement auprès de l'État sud-coréen, Park décide de déménager son établissement dans une forêt un peu plus excentrée de Busan. Il y achète un terrain et y fera construire ce qui sera désormais appelé le Brother Welfare Center. Le Brother Welfare Center va continuer à accueillir des orphelins, mais également toutes les personnes que les autorités sud-coréennes considéraient comme étant des vagabonds. Et le terme englobait beaucoup de choses. Parmi les vagabonds arrêtés et emmenés dans ce genre de centre, on pouvait trouver les sans-abri, les orphelins, ce qui est normal puisque c'est la fonction principale du centre, mais également des dealers de drogue, des étudiants qui manifestaient contre le régime autoritaire et qui ont été arrêtés pendant ces manifestations, ou encore juste des gens bourrés dans la rue. Concrètement, à cette époque, les lieux comme le Brother Welfare Center étaient des lieux d'enfermement de prisonniers politiques, mais également de toute personne jugée comme étant des nuisances pour la société par le gouvernement autoritaire sud-coréen de l'époque. Ce qui est terrible parce que des personnes qui ont une famille, un travail, pouvaient se trouver enfermés au Brother Welfare Center parce qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Bien évidemment, tout cela était dissimulé et bien orchestré pour ne pas créer de panique ou de révolte générale. Surtout que les régimes autoritaires de l'époque étaient déjà bien remis en cause par la population, notamment avec de nombreuses manifestations étudiantes qui tournaient généralement au drame. Comme avant son déménagement, le Brother Welfare Center grandit, et sa réputation également, mais de manière positive, c'est-à-dire qu'il devient un exemple dans l'aide sociale aux personnes démunies, et Park In-gun va même devenir président de la nouvelle association coréenne des établissements d'aide sociale pour les sans-abri. Cela montre bien la confiance qu'il pouvait avoir de la part de certaines personnes haut placées. Ce centre était censé proposer un programme de réhabilitation à la vie en communauté, formant les personnes recueillies à différents métiers pour leur permettre de retourner sur le droit chemin d'une vie plus traditionnelle. J'ai même lu qu'un salaire devait leur être proposé en échange de leur travail. Dans l'enceinte de l'établissement, on pouvait trouver des dortoirs, un réfectoire, des granges, des usines, une enceinte formée de murs de pierre ou encore des gardes armés. Je pense que vous commencez à comprendre que l'ambiance dans le camp était assez particulière pour une personne qui arrive là. On lui dit qu'il va y rester quelques temps, qu'il va travailler, qu'il sera payé, et que dans quelques semaines ou quelques mois, il reprendra une vie active tout à fait normale. Eh bien, on a trouvé quelques témoignages de personnes qui n'ont jamais touché d'argent au Brother Welfare Center, et d'autres plus inquiétants, de personnes qui y sont restées pendant 8 ans. On peut se dire que pour l'argent, bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus inquiétant. 8 ans, ça c'est quand même un peu plus étrange. Mais croyez-moi que le pire, derrière les murs du Brother Welfare Center, est à venir. La vie dans cet établissement ne ressemble pas à ce qu'on pourrait attendre de ce type de lieu. Imaginez, vous rentrez de chez des amis, il est tard, et vous avez un peu bu. Vous êtes conscient et vous rentrez à pied.
car vous saviez que vous alliez boire. Une voiture des forces de l'ordre s'arrête à vos côtés, vous pose quelques questions sur votre identité, d'où vous venez et si vous avez bu. Suite à votre réponse honnête à la dernière question, ils ne vous font même pas souffler. Ils se contentent de vous forcer la main pour soi-disant vous emmener au poste pour vérifier tout ça. Mais vous ne verrez jamais le poste de police. À la place, vous êtes considéré comme un alcoolique, errant dans les rues. Vous êtes emmené de force au Brother Welfare Center. Vous vous retrouvez dans un dortoir immense, avec des lits superposés. L'ambiance générale est étrange. Le lendemain matin, avant l'aube, vous avez le droit de faire votre toilette, dans un temps imparti, avant de vous diriger vers l'église de l'établissement. Une fois là-bas, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas des dizaines, mais bien plusieurs centaines de personnes. Il y a des adultes, mais aussi des enfants. Il est 5h30 du matin, c'est l'heure de la grande prière obligatoire. Puis, après avoir pris leur petit déjeuner, tous les pensionnaires font la queue dans la cour. En réalité, ils ne patientent pour rien. Ils sont juste là, alignés, pour participer à ce qu'ils appelaient l'assemblée du matin. Un moyen pour les gardes de vérifier qu'aucun individu ne s'était enfui dans la nuit. Et c'est comme ça que commençait un périple au sein du Brother Welfare Center. Du jour au lendemain, vous vous retrouviez à devoir travailler dans les champs peu ombragés de l'installation durant les sécheresses estivales, ou également dans les usines de l'installation, usines où des produits dédiés à l'export étaient créés, export vers le Japon, la Chine, mais aussi vers l'Europe et les États-Unis. Ces usines étaient de grands hangars où étaient alignés des tables avec plusieurs postes de travail par table, pour optimiser la production de stylos à billes, de hameçons ou encore de textiles. Il y avait des barreaux sur les fenêtres et comme lumière principale, celle des néons suspendus au plafond. Bien entendu, les détenus étaient là pour travailler 7 jours sur 7 et au minimum pendant 10 heures par jour. Le tout sous la surveillance des gardes armés et nombreux qui arpentaient les différents lieux du centre. Mais comment de telles conditions de travail et même de vie ont-elles pu rester cachées pendant autant de temps ? Eh bien parce qu'à chaque fois qu'une inspection avait lieu, que ce soit par des fonctionnaires de la ville, par des travailleurs humanitaires ou encore par des industriels étrangers, Park In-gun et ses gardes étaient prévenus. Du coup, ils choisissaient les détenus les mieux en forme physiquement pour pouvoir les faire travailler ces jours-là, créant une mise en scène illusoire de bonnes conditions de travail et d'une bonne ambiance au sein du Brother Welfare Center. Les autres détenus restaient enfermés dans les dortoirs et la supercherie fonctionnait à chaque fois. Mais peut-être que certains ont réussi à s'échapper et qu'ils ont pu raconter leur histoire, permettant ainsi de faire sombrer cet établissement qui n'est ni plus ni moins qu'un centre d'esclavage moderne. Eh bien, je vais vous raconter les côtés les plus sombres du Brother Welfare Center. Et vous allez comprendre pourquoi la fuite était difficile, voire même impossible, et que ce lieu était un véritable enfer. Je vous ai beaucoup parlé des gardes. Dites-vous qu'ils avaient carte blanche sur leur manière de gérer le centre lorsque aucun invité n'était présent. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien ça veut dire que pour diverses raisons, comme un rendement trop faible, un comportement inapproprié ou encore même juste pour le plaisir, les gardes pouvaient tabasser des détenus. Pour rappel, tous les gardes étaient armés et certains patrouillaient avec des chiens. Et donc vous vous dites bien qu'ils ne se mettaient jamais seuls à battre un détenu, mais bien à plusieurs, et cela devant les autres prisonniers du centre. Mais parfois ils pouvaient faire ça à l'écart, dans une pièce dédiée qu'ils appelaient la salle de correction. Ces violences physiques blessaient donc gravement les détenus, qui étaient obligés, s'ils étaient encore en vie, de se rendre à l'infirmerie. J'ai bien précisé s'ils étaient encore en vie, puisque beaucoup auront perdu la vie à cause de la violence des coups. Mais on y reviendra après une petite aparté concernant l'infirmerie, qui était également tenue par des détenus, et le plus souvent des détenus non qualifiés pour ces missions. J'ai notamment pu trouver dans un article le témoignage de Lee, un homme qui, suite à de gros problèmes scolaires, a été envoyé au Brother Welfare Center à l'âge de 13 ans. Il explique qu'en arrivant au centre, il a été envoyé en mission à l'infirmerie avec 4 autres détenus. Aucun d'entre eux n'avait de formation médicale. D'ailleurs, Lee explique dans son témoignage un autre élément absolument horrible qui avait lieu dans le centre. Que ce soit de la part des gardiens envers les détenus, ou que ce soit de la part des prisonniers les plus forts envers les détenus les plus faibles, beaucoup de personnes au Brother Welfare Center ont subi
des violences sexuelles. Beaucoup s'y sont fait violer. Pour rappel, au Brother Welfare Center, il y avait des enfants. C'est ignoble. Mais là-bas, il n'y avait aucune règle. Lee raconte notamment qu'un garde de l'unité médicale a abusé de lui, et qu'après cela, Lee aurait tenté de se suicider. Un an plus tard, alors qu'il n'avait que 14 ans, il sera nommé assistant personnel de l'exécuteur en chef, Kim Kwang-seok. Et là, on va brièvement parler de la hiérarchie des gardes dans le camp, puisque Kim, en plus d'être parmi les plus hauts placés dans le personnel du camp, était un détenu. Il a été promu par le propriétaire Park In-gun en raison de sa loyauté envers tout ce système, mais également parce qu'il faisait partie des détenus les plus craints. C'est comme ça que fonctionnait la hiérarchie au sein du Brother Welfare Center. Les détenus étaient regroupés en paquets de 120 avec un chef de file, un secrétaire du groupe et des chefs d'équipe. Une hiérarchie interne entre les détenus était mise en place avec des avantages pour certains et pas pour d'autres, ce qui créait un jeu de pouvoir entre eux et maintenait un climat général de crainte et de défiance. Dans certaines situations, il était également possible qu'un groupe entier se fasse punir à cause d'un seul prisonnier qui aurait fauté. Cela permettait aussi de créer une sorte de haine les uns envers les autres. Revenons au témoignage de Lee. Lee raconte que Park s'occupait notamment de la fameuse salle de correction que j'ai mentionnée précédemment. Tous les jours, Park et ses hommes tabassaient des détenus, allant jusqu'à la mort pour la plupart d'entre eux. Lee indique qu'en moyenne, entre les tabassages qui avaient lieu dans la salle de correction, ceux qui avaient lieu à l'extérieur, ou encore les règlements de compte entre prisonniers et les prisonniers malades qui manquaient de soins adéquats, eh bien il estime que tous les jours au Brother Welfare Center, il y avait environ 4 à 5 décès. Et le centre est resté ouvert pendant des années. On était déjà bien embarqués, mais on va plonger un peu plus dans l'enfer du centre, avec le témoignage de Choi, un autre rescapé du Brother Welfare Center. Quand il est arrivé dans l'établissement, Choi avait 14 ans et vivait dans la rue. Il a été envoyé au centre après avoir été arrêté pour avoir volé du pain dans une boulangerie. Le problème, c'est que lorsqu'il témoignera plusieurs années plus tard contre l'établissement, il va y raconter les pires atrocités qu'il y a vécues et qu'il a vues là-bas, mais également que ce bout de pain, il ne l'a pas volé. C'est le policier qui l'a arrêté qui va le forcer à avouer un crime qu'il n'a pas commis. Et cela en le torturant. La torture en question a été décrite par Choi dans son témoignage. Elle consistait à mettre un briquet sous les parties génitales du jeune homme. On parle toujours d'un enfant de 14 ans. Suite à cet aveu forcé, Choi a été emmené par 2 hommes au Brother Welfare Center. Il y est arrivé en 1982. Peu de temps après son arrivée, Choi va attirer l'attention d'un gardien qui va faire subir au jeune homme d'horribles violences sexuelles plusieurs nuits d'affilée. En plus de cette torture physique et psychologique, le jeune garçon verra des hommes et des femmes ensanglantés, se faire traîner dans les couloirs. Leur corps, souvent sans vie, portés comme des ordures, et il sera témoin des coups, des violences, des viols et des pires atrocités commises sur place. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais lorsqu'un détenu mourait, il était enterré dans les collines avoisinant l'installation. Les gardes sortaient discrètement le corps et l'enterraient à la va-vite dans une zone forestière à l'abri des regards. Toute cette violence derrière ces murs n'était quasiment jamais remise en question par les prisonniers. Cela pouvait potentiellement s'expliquer avec cette citation « Lorsque vous êtes confiné dans un endroit où des gens sont battus à mort chaque jour, vous ne vous plaignez pas trop du travail forcé, des mauvais traitements ou du viol. » Cette citation provient du procureur Kim, un homme dont je parlerai un peu plus dans la partie suivante. Mais avant de passer à la suite, j'aimerais juste vous dire un petit truc. Ce camp n'était pas le seul. Il y en avait au moins une trentaine dans tout le pays. C'est difficile de savoir si cette situation s'est reproduite dans tous les camps du pays, il n'empêche que c'est une possibilité. Après ce passage plutôt lourd, on va essayer de sortir un peu la tête de l'eau. Car si toutes les bonnes choses ont une fin, heureusement, c'est aussi le cas pour les mauvaises choses. Voici le procureur Kim Yong-won, à ne pas confondre avec son homonyme qui s'appelle donc également Kim Yong-won, mais qui est un serial killer coréen du début des années 2000. Bref, reprenons avec notre procureur, Monsieur Kim.
En 1986, il travaille pour le bureau du procureur d'Ulsan, situé en périphérie de Busan. Lors d'une promenade avec des guides locaux dans les alentours de Busan, il va entendre parler d'une rumeur selon laquelle dans une forêt, des hommes armés emmèneraient des hommes menottés. Cette histoire va attirer l'attention du procureur, qui sent que quelque chose de bizarre se passe dans cette mystérieuse forêt. Il va donc demander plus d'informations à ses guides. Puis, en janvier 1987, en compagnie de plusieurs policiers, Kim va localiser le Brother Welfare Center. Et ce petit groupe va s'y infiltrer. Pas par discrétion, ils vont littéralement forcer la porte d'entrée. Pris par surprise durant la nuit et bouche bée par ce groupe surentraîné, la hiérarchie des prisonniers va vite voler en éclats. Ils ne vont pas opposer de grande résistance et au contraire, Kim est plutôt surpris d'en voir beaucoup les accueillir avec un salut militaire. C'est l'un des premiers indices qui a fait penser à Kim que le lieu où il venait d'arriver n'était pas un centre d'aide sociale mais plutôt quelque chose d'autre. Une fois la situation sécurisée, Kim va prendre plusieurs photos de l'établissement, des conditions de vie des détenus ou encore de blessures graves que certains pouvaient avoir. Grâce à tout ça, il a pu obtenir un mandat en béton et a pu arrêter 5 personnes très haut gradées du Brother Welfare Center, dont le directeur Park In-gun. Cette fois, il est fait comme un rat. Du moins, c'est ce que pensait le procureur Kim. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il a commencé à recevoir des coups de pression de la part de ses supérieurs pour réduire la portée de l'enquête. Il a reçu une demande de la part de Park Hee-tae, lui demandant d'arrêter ses interrogatoires auprès des détenus du Brother Welfare Center. Park Hee-tae, à l'époque, c'était le procureur général de Busan. Et pour rappel, si ces camps existent, c'est parce que c'est la volonté du gouvernement autoritaire de l'époque. Et il vaut mieux pour eux que cette histoire ne déborde pas, surtout quand ils sont censés accueillir les Jeux Olympiques dans tout juste 1 an. Mais malgré la pression mise par ses supérieurs, Kim va continuer son travail d'enquête. Il va notamment trouver des documents bancaires et des preuves de virements douteux en provenance de Park In-gun qui prouveraient qu'il aurait détourné l'équivalent actuel de 3 millions de dollars provenant des subventions gouvernementales. Park In-gun et les 4 autres personnes arrêtées vont être accusées de détournement de fonds et de violation des lois sur la construction, la gestion des prairies et les devises financières. Mais rien sur la détention illégale d'êtres humains, rien sur la torture, les violences ou encore les meurtres perpétrés au Brother Welfare Center. Tout ça à cause des supérieurs du procureur Kim. Ceux-ci lui ont mis des bâtons dans les roues pendant toute la procédure du procès. Un procès très long, durant lequel le procureur Kim a requis 15 ans de prison contre Park In-gun. Mais l'ancien responsable s'en sortira avec seulement 2 ans et demi de prison pour les chefs d'accusation que j'ai cités précédemment. Durant ce procès, il sera acquitté de toute accusation liée aux violences commises au sein de l'établissement. D'autres personnes seront condamnées également à des peines de prison, mais les violences physiques et sexuelles ne seront presque jamais évoquées durant les différents procès. Même si Park finit derrière les barreaux et que l'établissement ferme définitivement en 1988, cette victoire juridique, elle a un goût amer. Cela pour plusieurs raisons. À la fois le fait que Park In-gun ne passera que 2 années en prison pour toutes les horreurs qui ont eu lieu dans son établissement, également pour la raison de son emprisonnement, puisque les chefs d'accusation retenus sont ceux du détournement de fonds et de la violation de la loi sur la construction, mais encore puisqu'en sortant de prison, Park va continuer à gagner de l'argent, puisqu'il va vendre le Brother Welfare Center pour environ 27 millions d'euros. Pour tout ça, cette victoire ne sonne pas vraiment comme une victoire. Et encore, je n'ai pas pris en compte le fait que dans les années 90, plusieurs ossements et cadavres vont être découverts aux alentours du camp. On a pu estimer que ces ossements appartenaient à environ une centaine de victimes, et on ne sait pas ce qui a pu advenir du reste. Pour les survivants, bon nombre d'entre eux se sont retrouvés dans la même situation qu'avant leur entrée au Brother Welfare Center, c'est-à-dire sans abri, mais avec des traumatismes indélébiles en plus. Beaucoup sont passés par des établissements psychiatriques, ont vécu dans la dépendance, notamment à l'alcool, ou encore ont fait exploser une forme de violence qui a grandi en eux durant leur passage là-bas. C'est le cas par exemple de Choi, dont j'ai cité le témoignage précédemment. En sortant du Brother Welfare Center, il va rentrer dans un gang et se fera notamment arrêter après avoir agressé des membres des forces de l'ordre. À l'échelle nationale, le secret de ces lieux reste enfoui, et peu d'informations sortent pour le grand public, notamment en ce qui concerne les nombreux décès et les violences ayant eu lieu derrière ces murs. C'est le cas jusqu'en 2005. Cette année-là, le président en place en Corée du Sud se nomme Roh Moo-hyun. Il est originaire d'une famille de paysans, et avant d'être président, il était avocat spécialisé dans la défense des droits de l'homme. Rien à voir donc avec les présidents que j'ai pu citer en début de vidéo.
En 2005 donc, Roe va mettre en place une commission de vérité et de réconciliation qui devra enquêter sur plusieurs affaires qui ont eu lieu sous les précédents régimes autoritaires, comme la violence dans les manifestations étudiantes, ou bien entendu, les violations du droit humain dans les établissements comme le Brother Welfare Center. Après plus de 15 ans de recherche, de témoignages, de récupération de preuves et d'arguments, le rapport de la commission tombe. Il est rendu public le 23 août 2022, soit plus de 30 ans après la fermeture du site. Et là, je vais vous citer directement quelques extraits qui proviennent de ce rapport. Le TRCK, c'est l'abréviation utilisée pour parler de la Commission de vérité et de réconciliation, a établi après 35 ans que les rafles des vagabonds étaient illégales. Le processus d'incarcération des détenus était illégal. De graves violations des droits humains ont été constatées dans la gestion du Brother Welfare Center. Des actes suspects ont été constatés dans les pratiques médicales et le traitement des détenus décédés. L'État, bien qu'au courant de ces actes, a tenté de minimiser et de dissimuler systématiquement l'affaire. Mort confirmée de 657 personnes, soit 105 de plus que dans un précédent comptage. Le TRCK a confirmé le cas d'une victime ayant retrouvé sa famille 48 ans après son incarcération. Saul a été interné de force par la brigade de répression de la gare de Busan et envoyé au Brother Welfare Center à l'âge de 6 ans. Le TRCK a confirmé que toutes les organisations gouvernementales de la région de Busan, y compris la ville de Busan, la police et le ministère de la Sécurité nationale, ont systématiquement minimisé et dissimulé l'affaire. La ville de Busan a notamment tenté de concilier les pétitions et les poursuites des victimes et de leurs familles, et a permis au propriétaire et à sa famille de reprendre le contrôle du Brother Welfare Center. Le TRCK a annoncé que le gouvernement devait présenter des excuses officielles aux victimes internées au Brother Welfare Center et à leurs familles, et que l'État devait trouver des moyens de rétablir l'honneur des victimes et de guérir leur traumatisme. À ce jour, aucun président sud-coréen n'a présenté d'excuses officielles au nom de l'État concernant les violations des droits de l'homme commises dans l'établissement. Cela, malgré la demande importante de la part de la commission Vérité et Réconciliation. Il y a tout de même certaines personnalités importantes en lien plus ou moins proche de cette affaire qui se sont exprimées, comme par exemple le procureur Moon Moo-il qui présentera publiquement ses excuses pour l'enquête menée à l'époque. Il reconnaîtra que celle-ci a été bâclée et que l'appareil judiciaire de l'époque a commis beaucoup d'erreurs. On a également le président de la Commission nationale des droits de l'homme de Corée qui a salué une décision prise par la Cour suprême. Cette décision, elle confirmait la responsabilité de l'État dans les violences et les violations des droits de l'homme qui ont eu lieu au Brother Welfare Center. Cette décision, elle a été formulée récemment, en mars 2025. Alors forcément, pour les victimes et leurs familles, c'est dur de voir que l'État refuse de se positionner sur cette histoire. Surtout après toutes ces enquêtes et après que des institutions ont accepté leur rôle dans toute cette histoire. La seule information que j'ai pu trouver concernant le rôle de l'État auprès des victimes, c'est une indemnisation financière. À savoir qu'en janvier 2024, le tribunal du district central de Séoul a ordonné au gouvernement de verser 80 millions de won, soit à peu près 50 000 euros, par année de détention à plusieurs victimes du Brother Welfare Center. Plusieurs victimes, ça veut pas dire toutes. Si les conclusions du rapport et les témoignages des survivants ont pu faire avancer les discussions à l'échelle nationale, en ce qui concerne la prise en charge psychologique des traumas et de tout ce qui touche au domaine de la santé mentale, les nombreuses victimes continuent de réclamer une reconnaissance étatique des faits et des actions plus concrètes de la part de l'État sud-coréen. Bon, je vais m'arrêter là pour l'histoire horrible du Brother Welfare Center, un établissement cauchemardesque, en plein régime autoritaire, en Corée du Sud. Comme je vous l'ai dit en intro, à la base je voulais vous faire une vidéo sur Squid Game, et puis au final je suis tombé sur un article qui m'a lancé dans un travail de recherche qui m'a permis de vous proposer cette vidéo. Tous les liens que j'ai utilisés pour vous faire ce récap sont dans la description. J'espère que j'ai pas trop dit de bêtises. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. J'ai l'impression que c'est pas une histoire qui est très connue de notre côté. Je sais pas s'il y a eu d'autres vidéos sur YouTube, etc. Je sais que je me suis surtout basé sur des articles que j'ai pu trouver en français, en anglais ou encore en coréen. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous l'aurez trouvée intéressante. Sachez que j'ai pas pu tout vous dire et tout garder en vidéo par rapport à tout ce que j'ai pu trouver sur le centre. N'hésitez pas à poursuivre vos recherches là-dessus si jamais le sujet vous intéresse. J'ai préparé une petite conclusion que je vais vous lire. C'est peut-être un peu maladroit, mais je l'ai rédigée au fur et à mesure pendant que je prenais mes notes. Donc je vais vous la lire, et puis vous allez me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt. Je vous balance la conclusion.
La Corée du Sud, c'est un pays qui revient de loin, qui a eu des heures sombres et qui aujourd'hui, même si tout n'est pas parfait, loin de là, possède un rayonnement culturel de plus en plus important. Mais pour en prendre pleinement conscience, un petit tour dans un passé pas si lointain est nécessaire. Aujourd'hui, la Corée, c'est de la musique, des séries et des films cultes, des œuvres qui, pour nous, occidentaux, n'ont pas le même rôle que pour nos amis sud-coréens. Si pour nous, ce sont surtout du divertissement, pour eux, ce sont des œuvres qui témoignent d'un passé marqué par la guerre, la pauvreté et la reconstruction. Alors oui, toutes les œuvres coréennes ne font pas mention de la guerre, des régimes totalitaires ou encore des camps comme le Brother Welfare Center, mais parfois, certaines œuvres, sans forcément le savoir, vont placer des références par-ci par-là. Si bien que parfois, des petits curieux vont vouloir s'intéresser à un film, une chanson, ou bien dans mon cas, une série, et vont tomber sur une histoire bien plus grande. Une histoire avec un grand H.